compartiment 1 et un compartiment 2. Dans les deux, il y a du sang. Donc ça dépend de la pression du sang dans le compartiment 1 par rapport à la pression du sang dans le compartiment 2. Je dis compartiment 1 et 2, c'est-à-dire c'est oreillette, ventricule, ventricule, artère. Donc ça dépend de la différence de pression entre les deux milieux ou bien ce qu'on appelle le gradient de pression. Alors cette ouverture et fermeture des valvules, grâce à la différence de pression, on va le voir sur un autre schéma beaucoup plus simple. Ça permet de bien comprendre cette notion des valvules. Alors, où est-ce qu'on trouve les valvules? On a dit c'est à l'intérieur du cœur, mais où exactement? On a dit le sens unique, c'est ça, de circulation. C'est veine, oreillette, ventricule, artère, organe, veine, et ainsi de suite. Première chose, où est-ce qu'on trouve les valvules? Est-ce que c'est entre les veines et oreillettes, entre oreillette, ventricule, ventricule, artère, les deux, ou rien du tout? Oreillette, ventricule. Ben, regardez très bien ce schéma. On va commencer d'abord entre veine et oreillette. Ça, c'est des veines, la veine cave supérieure, la veine cave... Et là, vous avez l'oreillette. C'est la même chose là, on ne voit pas les veines pulmonaires, vous avez l'oreillette. Si, ça c'est une veine pulmonaire, et ça c'est l'oreillette gauche. Est-ce qu'il y a des valvules ici? Il n'y a pas de... Donc là, il n'y a pas de valvule entre veine et oreillette, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Mais si vous regardez ce qu'il y a entre oreillette et ventricule, là, on voit qu'il y a une différence. Ça, c'est une oreillette, ça, c'est un ventricule. Et on voit ici, est-ce qu'il y a des valvules? On les voit. Est-ce qu'il y a des valvules ici? On les voit. Donc, les valvules existent entre oreillette et ventricule. Alors, il faut leur donner un nom. Il faut les nommer. Et puisque ça existe entre oreillette et ventricule, on va les appeler les valvules auriculo-ventriculaires. Les valvules auriculo, c'est-à-dire entre oreillette, ventriculaire, c'est ventricule. Et puisqu'il y a un côté droit, un côté gauche, donc on va dire auriculo-ventriculaire droit et auriculo-ventriculaire gauche. On se pose la même question. Y a-t-il des valvules entre ventricule et artère? Alors on vérifie. Là, vous avez le ventricule droit. Là, vous avez l'artère pulmonaire. Est-ce qu'il y a des valvules? Oui, on les voit ici. Entre le ventricule gauche et l'aorte qui est ici, est-ce qu'il y a des valvules? Oui, on les voit. Donc, il y a des valvules entre ventricule et artère. On les appelle toutes les deux les valvules sigmoïdes. Valvule sigmoïde, c'est-à-dire on ne fait pas référence ni au côté droit ni au côté gauche. Mais il faut différencier. Ce qui se trouve entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on va les appeler les valvules pulmonaires. Ce qui se trouve entre le ventricule gauche et l'artère aorte, on va les appeler les valvules aortiques. Donc, combien y a-t-il de valvules dans le cœur? 4, ou bien de paires, 4. Les valvules auriculo-ventriculaires droite et gauche, les valvules pulmonaires et les valvules aortiques. Et c'est grâce à ce jeu de valvules que le sang arrive à circuler toujours dans un seul sens. Alors, autre précision sur ces valvules. Donc là, c'est sur ce petit schéma qui est qui illustre un petit peu une différence nette entre les deux valvules auriculo-ventriculaires gauche et droite. Ça, c'est juste une coupe transversale du cœur qui a été faite au niveau des valvules. Regardez, ça c'est la valvule auriculo-ventriculaire gauche, c'est-à-dire c'est celle-ci, et ça c'est la valvule auriculo-ventriculaire droite, c'est-à-dire c'est celle-ci. Toutes les deux, elles sont fermées. Mais est-ce qu'il y a une différence structurelle entre les deux? Oui. C'est quoi cette différence? De deux parties. Là, on a deux parties, et là, on a trois parties, comme ici. C'est comme un système de fermeture qui se fait comme ça, fermé, et ça s'ouvre. Les autres, c'est comme ça, deux volets. D'accord? Ça, c'est une différence entre les deux. D'accord? Et c'est pour cette raison que dans certains livres, dans certains documents, vous trouvez d'autres noms.
Celles-ci, on va les appeler, enfin, elles sont appelées les bicuspides. Bi, c'est-à-dire, c'est combien bi? C'est 2, les bicuspides. Les autres, comment on va les appeler? Les tricuspides. Tricuspides. Donc, pour moi, retenez juste auriculo-ventriculaire droit et gauche, ça me suffit. Mais c'est très bien si vous retenez les deux autres, bicuspide, tricuspide. Comme ça, si vous les rencontrez un jour en faisant la lecture, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, vous voyez un petit peu le rôle important que jouent les valvules. Ça autorise le passage du sang d'un milieu à un autre et ça impose un sens unique. Donc, pour que le sens unique soit respecté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une bonne fermeture et une bonne ouverture. Lorsqu'elle s'ouvre bien, donc le sang il va passer sans problème. Lorsqu'elle se ferme correctement, le sang ne peut pas revenir. Mais malheureusement, parfois, dans certains cas pathologiques, il y a une mauvaise fermeture. La fermeture, elle n'est pas comme ça, à 100%. Mais il y a toujours une petite ouverture. C'est comme une porte qui coince. Donc, elle ne se ferme pas totalement. Alors, quel est le problème dans ce cas-là? S'il y a une mauvaise fermeture, est-ce que le sens unique, il est respecté à 100%? Non. Il y aura une partie du sang qui va revenir. Elle va faire marche arrière. Elle passe, par exemple, de l'oreillette vers du ventricule vers l'oreillette. C'est des cas anormaux, c'est des cas pathologiques qu'on appelle les valvulopathies. Pathie, c'est pathologie. Pourquoi cette mauvaise fermeture? C'est pour plusieurs raisons. C'est parce que les valvules, normalement, elles doivent être souples. Mais parfois, elles sont rigides. Et elles ont perdu leur souplesse par dépôt de calcium ou autre chose. Donc, il y a une mauvaise fermeture. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut les changer puisque, heureusement, il y a des prothèses valvulaires, c'est-à-dire c'est des prothèses, c'est des valvules synthétiques qui peuvent prendre la place des valvules qui ont un dysfonctionnement. Alors, on va résumer tout ça maintenant sur ce schéma dans lequel on va voir comment le sang il circule. Alors, d'abord, il faut reconnaître là les différentes parties du système. Ça, c'est quoi comme structure? Donc, ce vaisseau-là, d'abord, c'est quoi? Ce vaisseau. La veine cave inférieure, la veine cave supérieure, oreillette droite, cette partie-là, non, cette partie. Les valvules auriculo-ventriculaires droite. Regardez les valvules, que ce soit ici ou là. C'est des valvules qui sont reliées à des petits muscles qui se trouvent ici, qu'on appelle les muscles papillaires, avec des cordons. C'est ce que, lorsque ce muscle il va se contracter, il va tirer sur le cordon et la valvule il va s'ouvrir. Le relâche, lorsqu'il se relâche, ça revient à sa place initiale. Ça, c'est valvule auriculo-ventriculaire droite. Ça, c'est quoi ça? Le ventricule gauche, ces valvules, c'est quoi? Valvule quoi? Pulmonaire. Parce que ça va vers les poumons. Ce vaisseau, l'artère pulmonaire, ces deux vaisseaux qui sont ici, les veines pulmonaires, oreillette gauche, valvule auriculo-ventriculaire gauche, ventricule gauche, valvule aortique, et ce gros vaisseau-là, l'aorte. L'aorte. Donc ça, c'est l'anatomie. Maintenant, regardez les flèches. La flèche, avec les numéros 1, 2, 3, et ainsi de suite. Premièrement, le sang arrive. Il arrive des organes supérieurs à travers la veine cave supérieure, des organes inférieurs à travers la veine cave inférieure. Ça va remplir l'oreillette. Une fois que lorsqu'on dit l'oreillette, elle va se remplir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les valvules auriculo-ventriculaires doivent être fermées. Si elle est ouverte, il n'y aura jamais de remplissage. Le sang, il entre et il sort. Ça se remplit et après, ça s'ouvre. Donc, ça se remplit, ça s'ouvre et le sang, il va passer de l'oreillette vers le ventricule. Le ventricule se remplit. Une fois qu'il est rempli, les valvules pulmonaires s'ouvrent. Le sang, il va passer dans l'artère pulmonaire pour aller vers les poumons. Circulation pulmonaire. Après, il va revenir vers
l'oreillette gauche à travers les veines pulmonaires, le sang va passer vers le ventricule gauche, ouverture des valvules aortiques, le sang passe vers l'aorte et l'aorte, il va distribuer le sang à tous les organes, la circulation systémique. Et ça, c'est quoi? Le septum interventriculaire. C'est bon pour le schéma général de la circulation du sang dans le cœur. Alors, on va rester toujours dans le cœur. Maintenant, on va aborder juste un petit point. C'est ce qu'on appelle la vascularisation. Qu'est-ce que ça veut dire mot vascularisation? Ou bien qu'est-ce que vous comprenez comme terme dans le mot vascularisation? Vaisseau. Vaisseau. Lorsque je dis un organe est très vascularisé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc il reçoit beaucoup de sang. Le cœur, c'est un organe musculaire, il possède sa propre vascularisation. Alors, lorsque le cœur gauche, il va distribuer le sang oxygéné vers les organes. De quel organe il s'agit? Tous les organes. Exemple. Le cerveau, les muscles, les reins, les poumons, le système digestif, les membranes inférieures. Donc tous les organes vont recevoir du sang oxygéné. Mais il ne faut pas oublier que le cœur, lui aussi, c'est un organe musculaire. Il a besoin aussi de l'oxygène, il a besoin du sang. Donc il possède sa propre vascularisation. Il possède ses propres vaisseaux qui permettent de l'irriguer. Et ces vaisseaux-là qui permettent d'irriguer le cœur, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux coronaires. Les vaisseaux coronaires, et puisque c'est des vaisseaux, donc il y a les artères coronaires et il y a les veines coronaires, en fonction du sens de la circulation du sang. Donc les artères coronaires et les veines coronaires, et vous voyez là, ce gros vaisseau qu'on a vu tout à l'heure, c'est quoi? L'artère aorte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'artère aorte comme sang? Sang oxygéné ou non oxygéné? Oxygéné. Et qui va être distribué à tous les organes. Donc le premier organe qui va recevoir le sang oxygéné, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le premier servi. C'est lui qui fait le travail. Donc c'est le premier qui va être servi en sang oxygéné puisqu'il possède ses propres ramifications ici. Et après, il y a le vainqueur. Et puisqu'il y a le côté droit et le côté gauche, donc on a les coronaires droites et les coronaires gauche. Là, c'est un autre schéma, ça montre la même chose. Donc il suffit de prendre un cœur et de le regarder comme ça à l'œil nu. Et on va à la surface, avec en profondeur aussi, de petits vaisseaux qui sont les veines et les artères coronaires. Et malheureusement, ces vaisseaux coronaires sont tristement célèbres puisqu'ils se bougent facilement par du cholestérol, puisque c'est des petits vaisseaux avec un diamètre petit. Donc il suffit un peu de cholestérol, enfin un petit peu trop de cholestérol, et ils peuvent se rétrécir, se fermer carrément, et malheureusement ça peut donner ce qu'on appelle des crises cardiaques ou bien des infarctus du myocarde. Donc les vaisseaux, vous les voyez ici, les vaisseaux coronaires, avec les veines et les artères. Là c'est aussi c'est le même schéma, mais avec une coupe on les voit mieux. Donc vous voyez ici c'est une veine coronaire, une artère coronaire. Là aussi on a la même chose, et là aussi on a de petits vaisseaux. Donc ce sont ces vaisseaux-là coronaires qui vont irriguer le muscle cardiaque, qui vont lui apporter de l'oxygène et le débarrasser du CO2. Donc ça c'est la vascularisation. Vascularisation, c'est-à-dire c'est les vaisseaux. Maintenant on va voir un autre terme. Ce n'est pas vascularisation, mais c'est innervation. Alors la même chose, innervation, vous comprenez très certainement un terme. Innervation. Les nerfs, les fibres nerveuses. Donc tout à l'heure on avait parlé de vascularisation, c'est les vaisseaux qui arrivent à un organe. L'innervation du cœur, c'est-à-dire est-ce que le cœur il est en contact avec des fibres nerveuses? La réponse est oui. Tous les organes sont innervés. Alors, le cœur, aussi sa particularité avec un autre type de muscle, il a une double innervation.
il y a deux types d'innervation qui existent au niveau du cœur. C'est ce qu'on appelle l'innervation intrinsèque et l'innervation extrinsèque. L'innervation intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire intrinsèque et extrinsèque? Qu'est-ce que vous comprenez par intra et extra? Intra, c'est intérieur, extra, c'est extérieur. Donc, innervation intrinsèque, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du cœur. Innervation extrinsèque, c'est en dehors du cœur. Alors, l'innervation intrinsèque, qui est schématisée ici, donc ça se trouve à l'intérieur du cœur, elle est schématisée par ces deux zones rouges avec les traits qui sont aussi en rouge. Quel est le rôle de cette innervation intrinsèque? C'est elle qui est responsable de l'automatisme. Et bien sûr, tout ça, on va le décrire en détail par la suite. Donc là, je vais introduire un petit peu l'automatisme. Donc le rôle de cette innervation intrinsèque, elles sont responsables de l'automatisme. Elles sont capables, cette innervation intrinsèque, elle est capable de générer et de conduire des influx nerveux, ou bien j'ai mis PA entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire PA? Enfin, ça fait penser à un potentiel d'action. Donc, l'innervation intrinsèque, ça permet de générer, c'est-à-dire d'envoyer des potentiels d'action, des influx nerveux, et ce sont ces potentiels d'action qui vont stimuler le cœur, donc déclencher son automatisme. Et là, on distingue deux parties dans l'innervation intrinsèque, ce qu'on appelle d'abord le tissu nodal, qui est schématisé par ces deux cercles rouges, le tissu nodal, et ce qui est en rouge, des traits en rouge, c'est le système de conduction, c'est-à-dire le système qui va conduire le potentiel d'action vers le reste du cœur. Alors ce schéma, on va le décrire juste après, on va y revenir. Maintenant, l'innervation extrinsèque. Extrinsèque, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à l'extérieur du cœur. Et l'extérieur du cœur, c'est quoi? C'est le système nerveux. Le cerveau, le bulbe rachidien et la moelle épinière. Le cœur, il est ici. Donc le cœur, lui, il possède déjà sa propre innervation intrinsèque, mais en même temps, il est en contact avec le système nerveux central grâce à des fibres nerveuses. Et là, sachez qu'il y a deux types de systèmes nerveux, le système nerveux dit somatique et le système nerveux dit autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système qui va contrôler tous les organes qui ont une activité involontaire, c'est-à-dire une activité automatique. Et là, ce système nerveux autonome, il est responsable de deux types de contingents de fibres nerveuses. Il est divisé en deux parties. Ce qu'on appelle le système sympathique, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Là, il y a une erreur, il y a PS. Donc, PS, c'est parasympathique et OS, c'est orthosympathique ou tout simplement, on dit sympathique. Nous, on utilise toujours les termes suivants, sympathique et parasympathique. C'est le plus simple. Donc, deux contingents, deux groupes de fibres nerveuses qui sont en relation, qui font la relation entre le système nerveux central et le cœur, ce sont les fibres parasympathiques et les fibres sympathiques. Donc la première innervation, elle est responsable de l'automatisme, mais la deuxième innervation extrinsèque, ce n'est pas l'automatisme, mais c'est la régulation de l'automatisme. Donc même si le cœur c'est un organe automatique, il a besoin d'être contrôlé, surveillé et régulé à chaque instant. Alors, donc le cœur, c'est un organe automatique, c'est un muscle. Tout à au début, on a dit que le cœur, c'est un muscle. Mais sachez qu'il n'y a pas que des cellules musculaires dans le cœur. La majorité des cellules, c'est des cellules musculaires, mais il y a un certain pourcentage faible, mais très important, d'autres cellules, que ce ne sont pas a priori des cellules musculaires. C'est ce qu'on appelle les cellules pacemaker. Ce sont ces cellules-là qui sont responsables de l'automatisme. Ce sont celles qui vont envoyer le potentiel d'action pour stimuler le muscle cardiaque. Alors, sur ce schéma,
et montrer donc l'innervation intrinsèque, c'est le même schéma que tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on trouve les cellules pacemaker? Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a mis deux taches rouges, la première et la deuxième. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on trouve les cellules pacemaker. Alors, où est-ce qu'on trouve les cellules pacemaker? Les cellules pacemaker sont groupées dans deux zones. La première zone, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le nœud sinusal. Et la deuxième zone, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Alors, où se trouve le nœud sinusal? Dans quelle partie du cœur? L'oreillette droite. Donc, ces cellules particulières qui sont responsables de l'automatisme, qui sont les pacemakers, elles sont localisées dans un premier endroit au niveau de l'oreillette droite et qu'on appelle le nœud sinusal. Il y a un deuxième groupe de cellules pacemakers qui se trouve un peu plus bas, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, nœud auriculo-ventriculaire? C'est entre oreillette et ventricule. Donc là, il y a des cellules pacemakers, il y a d'autres cellules pacemakers. Le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Il y a d'anciennes nominations, ce n'est pas la peine de les donner, mais retenez juste ces deux-là. Alors, quel est le rôle de ces cellules pacemakers? C'est d'envoyer des potentiels d'action. C'est comme des petites batteries électriques qui existent dans le cœur et qui envoient des potentiels d'action d'une façon spontanée. Ça veut dire quoi spontanée? Tilqaïn. À chaque instant, avec une fréquence bien précise, les potentiels d'action sont envoyés. À chaque fois qu'il y a un potentiel d'action qui est envoyé, c'est-à-dire que c'est le cœur qui va se contracter, et ainsi de suite. Donc, spontanément, ces cellules pacemaker envoient des potentiels d'action. Donc, je rappelle, là et là, on trouve les cellules pacemaker. Mais ce potentiel d'action qui vont naître ici et là, il faut qu'ils arrivent au niveau des deux oreillettes et il faut qu'ils arrivent au niveau des deux ventricules. Et c'est là l'intérêt du système de conduction, c'est celui-là. Donc, quel est le rôle de ce tissu de conduction? C'est de conduire le potentiel d'action, c'est de le ramener à chaque cellule ventriculaire. Exactement. Alors, le tissu conducteur qui est celui-là, à partir du deuxième nœud, le nœud auriculo-ventriculaire, il est composé de deux parties. La première partie, c'est celle-là. D'abord, il y a une seule branche, et puis cette branche, elle va se diviser en deux. Alors, cette première partie, c'est ce qu'on appelle le faisceau de His, H-I-S. Une première branche qui va se diviser, et cette branche, elle va se diviser en deux, elle va descendre. Elle va descendre jusqu'à l'extrémité du cœur ici, vers le bas. Lorsqu'elle va descendre, elle va emprunter quelle partie du cœur? La partie qui sépare le cœur droit et le cœur gauche. Comment on avait appelé cette partie-là? Le septum interventriculaire. Vous voyez le rôle du septum? Il fait la séparation, mais aussi c'est un endroit où va descendre le système, les branches du système de conduction. Ça va descendre jusqu'au bas, et chaque branche, une branche va vers le cœur droit, le ventricule droit, l'autre elle va vers le ventricule gauche. Et puis ils vont remonter. Et au fur et à mesure qu'elles remontent, elles se ramifient, elles se divisent. Elles se divisent à un tel point que chaque cellule ventriculaire va être en contact avec la fibre de système de conduction. Alors ce réseau ramifié de fibres, c'est ce qu'on appelle le réseau de Purkinje ou bien de Purkinje, et ça fait partie donc du système de conduction. Donc ça permet de conduire le potentiel d'action ou l'influx nerveux dans les deux ventricules. Donc ça c'est l'innervation intrinsèque du cœur. Donc on va terminer par les deux dernières diapos. Alors l'innervation extrinsèque, donc c'est extérieur. Tout à l'heure on avait dit on a le cœur et on a le système nerveux central. Il y a deux fibres, les fibres parasympathiques et les fibres sympathiques. On va le voir par la suite. Ce sont deux fibres qui vont faire la régulation mais de façon différente. Et puisque c'est des fibres nerveuses, ce sont des axones qui vont vers le cœur, vers les oreillettes, vers le ventricule. Donc, ils vont se mettre en contact avec des fibres musculaires. Donc, fibres nerveuses, fibres musculaires,
contact. Comment on appelle ce contact entre deux cellules? La synapse. La synapse neuromusculaire ou bien la jonction neuromusculaire. Donc, s'il y a des synapses, il y a des synapses, donc il y a une fibre présynaptique et une fibre postsynaptique. Alors, pour le système parasympathique, c'est-à-dire celui-là, il y a un nerf qui va descendre du bulbe rachidien, qui va sortir directement, qui va aller vers le cœur. Et regardez cette flèche, celle-là, du fibre parasympathique. C'est un nerf qui porte un nom, et il faut le retenir. C'est le nerf pneumogastrique. C'est un nerf qui est célèbre, on le trouve dans tous les organes. Et là, je parle du cœur. Entre parenthèses, j'ai mis d'autres noms. On dit le nerf pneumogastrique, le nerf vague, ou bien le nerf numéro 10. C'est des numéros, 1, 2, 3, 4. Chiffre romain. Donc le vague, le 10, le pneumogastrique, c'est la même chose. Et puisque c'est une... Regardez le nerf. Est-ce qu'il va vers celui-là? Est-ce qu'il va vers tout le cœur? Il va juste vers là où il y a les cellules pacemaker, c'est-à-dire là où il y a le nœud sinusal et le nœud ventriculaire. Et puisque c'est une synapse, le neuromédiateur qui est libéré, la substance chimique qui va passer de la fente de la cellule présynaptique vers la cellule postsynaptique, c'est l'acétylcholine, puisque c'est une synapse. Alors on va dire la même chose pour le système sympathique, c'est-à-dire celui-là. La particularité du système des fibres nerveuses sympathiques, c'est qu'elles descendent d'abord un petit peu dans la moelle épinière, ils vont ressortir. Et regardez la flèche en pointillé. Elle va vers le cœur entier, aussi bien les cellules pacemaker de deux nœuds que pour les cellules auriculaires et les cellules ventriculaires. Quel est le neuromédiateur? C'est la noradrénaline. Donc pour le système parasympathique, c'est l'acétylcholine. Pour le système sympathique, c'est la noradrénaline au niveau cardiaque. Donc ça, c'est l'innervation extrinsèque du cœur. Pour les vaisseaux, puisqu'il s'agit du système cardiovasculaire, c'est la même chose. Je vais parler de l'innervation extrinsèque. Les vaisseaux, que ce soit des artères ou des veines, reçoivent aussi cette double innervation du système nerveux autonome. Elles reçoivent des fibres sympathiques et des fibres parasympathiques avec des synapses et des neuromédiateurs qui sont libérés. Donc il n'y a pas de différence. Alors, je termine par cette dernière diapo dans laquelle je vais présenter, puisqu'on parle du potentiel d'action, on va parler du potentiel d'action, mais au niveau du cœur. Mais avant de parler du potentiel d'action au niveau du cœur, je rappelle, vous avez vu le potentiel d'action l'année passée. Il est formé de quelles phases? 3 phases, lesquelles? La dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. Vous l'avez vu sur quel type de cellule? Cellules nerveuses. Donc vous avez vu le potentiel d'action de l'axone. D'accord. Dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Quelle a été la durée de ce potentiel d'action? Quelle est sa durée à peu près? Combien? 2 millisecondes. Donc 1, 2, 3 millisecondes comme durée de ce potentiel. Là, je vais présenter la même chose, c'est-à-dire le potentiel d'action, mais de la cellule cardiaque. Soit la cellule de l'oreillette, soit la cellule du ventricule. Ce n'est pas le potentiel d'action des cellules pacemaker, non. Je parle de la cellule musculaire, l'oreillette ou le ventricule. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose que le potentiel d'action que vous avez vu. Il y a des choses qui sont identiques, d'autres qui sont différentes. D'abord, le potentiel d'action, soit au niveau ventriculaire ou oculaire, regardez sa durée. Est-ce que c'est 2 ou 3 millisecondes? Non, c'est beaucoup plus que ça. Là, j'ai mis 300, mais ce n'est pas exactement, c'est 250, 300, 350. Mais c'est beaucoup par rapport à celui du muscle de la fibre nerveuse, de l'axone. Alors, comment est fait ce potentiel d'action? Donc, on va le voir sur ce schéma, sur cette courbe. Les deux axes, ça, c'est le temps. Et ça, c'est le potentiel de membrane en millivolts. Et regardez la forme de ce potentiel d'action. Est-ce qu'il ressemble à celui que vous avez vu chez l'axone? Pas du tout. C'est différent. Alors, quelles sont les phases de ce potentiel d'action? La première phase, c'est la phase de repos, avec un potentiel de membrane au repos, ER. Il est stable, il est constant, il ne change pas. De quelle valeur? On va dire moins 70, moins 80, moins 90 millivolts. C'est la même chose que sur l'axone jusqu'à présent.
Donc c'est un potentiel de repos stable identique classique. Mais lorsque la cellule auriculaire ou ventriculaire reçoit la stimulation, elle va déclencher un potentiel d'action. Et là, vous avez les phases. Alors, d'après vous, c'est quoi le nom qu'on va donner à cette phase? C'est une dépolarisation. Et quel est le ion qui est responsable de la dépolarisation? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane pour dire que la membrane elle se dépolarise? Il y a la perméabilité de la membrane au sodium Na qui va changer. Le sodium, il va passer de l'extérieur vers l'intérieur à travers un canal, le canal sodique. C'est une entrée. C'est un courant sodique entrant. Dépolarisation. Sur l'axone, vous avez eu ça, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Là, vous n'avez pas la repolarisation. La repolarisation, elle est là. C'est comme s'il y a quelque chose qui a empêché ou bien elle a retardé la repolarisation. Au lieu qu'elle se passe ici, elle est retardée jusque-là. Grâce à quoi? Grâce à cette deuxième phase qu'on appelle le plateau. Et j'ai mis entre parenthèses le canal qui est responsable du plateau. C'est quel canal? Calcique. Et c'est une entrée du calcium de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque le calcium entre, il va maintenir la membrane dépolarisée. Et puisqu'il y a ce plateau, ou bien c'est grâce à ce plateau que la durée, elle est importante, elle est grande. Imaginez que le plateau n'existe pas. Qu'est-ce qu'on aura? Dépolarisation, repolarisation, 2 millisecondes. Donc pourquoi le potentiel d'action de la cellule musculaire, ventriculaire, auriculaire, elle est longue? Parce qu'il y a un troisième canal qui s'invite, qui est le canal calcique, qui donne naissance à cette deuxième phase qui est... Et la troisième et dernière phase, vous imaginez ce que c'est? C'est la phase de repolarisation, sortie du K+, à travers le canal potassique. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour l'axone, vous avez vu combien de canaux? Pour l'axone, 2 canaux. Lesquels? Le canal sodique, qui est responsable de la dépolarisation, et le canal potassique, qui est responsable de la repolarisation. Là, il y a combien de canaux? 3. Minimum 3. Il y a d'autres petits canaux, bon, peut-être moins importants, mais je vous ai donné l'essentiel. Donc, vous avez 3 canaux. Le canal sodique, qui est responsable de la dépolarisation, le canal calcique, responsable du plateau, et le canal, troisième canal, le canal potassique, qui est responsable de la dépolarisation. Donc, avec ceci, on termine ici. Donc, la prochaine fois, on va entrer à expliquer beaucoup plus une partie importante de ce cours, qui est l'automatisme du cœur. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Essayez de réviser. Je vais mettre à votre disposition les documents nécessaires, donc le PDF sur le site de la faculté, donc je crois que c'est scolarité.ump, donc vous pouvez y accéder. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, donc ce soir ou bien demain. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les diapos à votre disposition. Voilà, je vous remercie.